Donc, normalement, Olivier Lecourt devait être à Bordeaux ce soir pour participer à une projection cinématographique au cinéma Utopia dans le cadre d'une initiative du collectif Sortir du colonialisme Gironde, qui est à l'initiative de la publication d'un ouvrage que André nous présentera éventuellement. Et donc, comme cette initiative a été annulée, on a proposé à Espace Marx et à Sortir du colonialisme de proposer à Olivier justement d'être présent avec nous ce soir pour nous parler un petit peu à la fois de ses derniers ouvrages, de l'actualité. Et pour ça, on a fait travailler un petit peu André, qui va vous présenter un petit peu l'initiative, pour qu'il, dans le début de soirée, disons, on lui pose un certain nombre de questions avant de vous donner à vous aussi la parole, que vous puissiez soit dialoguer, soit questionner Olivier. La soirée est filmée, donc je vais tout de suite passer la parole à André Rosweg. Donc André, à toi. Merci. Donc, rappel, effectivement, Olivier devait présenter aujourd'hui, en avant-première, le film de Lucas Bellevaux qui s'appelle Des hommes et qui porte sur la guerre d'Algérie, sur la mémoire de la guerre d'Algérie, sur les blessures que des gens qui ont été mêlés à cette guerre portent encore sur eux. Et ce film a connu quelques avant-premières. D'ailleurs, dans le cadre d'un colloque auquel la revue Ancrage a organisé à Villeneuve-sur-Lot, si je ne me trompe, la revue Ancrage, Olivier Lecourt-en-Maison avait déjà été partie prenante de ce colloque sur cette mémoire de l'Algérie. Nous sommes contents de retrouver Olivier donc, grâce à cette visioconférence. Je pense que la plupart d'entre vous, vu ce que je connais, je peux dire que la plupart d'entre vous connaissent déjà Olivier. Je le dis quand même pour ceux qui verront cette visioconférence ultérieurement. Olivier est donc professeur de sciences politiques et de philosophie politique à l'université de Paris-Saclay-Évry Val-d'Essonne. Vous avez mis les traits d'union. Et il a déjà une longue bibliographie que je ne vais pas vous présenter en détail. En 2009, je m'avais pas remonté plus haut, il a publié La République impériale. La question de l'Empire a été effectivement son grand sujet, politique et racisme d'État. Il a été un de ceux qui a permis de faire sortir de l'ombre la question de l'indigénat, qui est un monstre juridique, comme il l'a expliqué. Et plus récemment, il a publié un livre que je n'ai pas sur moi, qui s'appelle L'Empire des hygiénistes, sur, y compris l'idéologie hygiéniste de la France impériale au 19e et au 20e siècle. Cet empire hygiéniste, il viendra normalement le présenter à Bordeaux le 4 février, si tout se passe de nouveau normalement avec les possibilités de voir des films au cinéma. Plus récemment, il a publié donc Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale, c'est-à-dire la naissance. Vous m'entendez toujours? Absolument. Oui, oui. Non, c'est parce qu'il y a un appareil téléphonique qui est apparu sur mon écran, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, oui, c'est moi. Ok. Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale, sur la naissance de ce qu'on peut appeler l'islamophobie savante. Et il y a quelques semaines est paru Racisme de France, qui est un ouvrage collectif paru à la Découverte, qui a été coordonné par donc Omar Slaouti et Olivier Lecourt Grand Maison. Olivier, merci d'être avec nous. Tu veux ajouter quelque chose à cette présentation?
Non, simplement, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Simplement ajouter que, effectivement, Racisme de France est un ouvrage absolument collectif que Omar Slaouti et moi-même avons dirigé, qui comprend 24 contributions, des contributions principalement rédigées, mais pas exclusivement, par des spécialistes des questions qui sont traitées, notamment un certain nombre d'universitaires et de chercheurs. Et nous avons cherché dans cet ouvrage à faire en sorte, d'une part, que les femmes soient dignement représentées, 14 sur 24, et que par ailleurs, les premiers concernés par les différentes formes de racisme qui sont étudiées soient également impliqués dans l'ouvrage. Et effectivement, c'est le cas. On reviendra sur Racisme, cet ouvrage. ouais, racisme au pluriel, très vite, parce qu'il s'agissait effectivement de mettre au jour l'existence d'un certain nombre de racismes, et parfois de racismes trop souvent oubliés, trop souvent méconnus. Je pense en particulier au racisme anti-asiatique qui, à l'occasion de la pandémie du Covid, a ressurgi dans un certain nombre d'États, et notamment aux États-Unis, mais pas exclusivement, également en France, en produisant dans certains cas et débouchant dans certains cas sur des agressions assez significatives. Je confirme ce que tu dis. Nous suivons à Bordeaux un certain nombre de familles qui sont en squat, qui sont surtout des familles d'Europe de l'Est ou d'Afrique subsaharienne, mais il y a également des familles mongoles, et nous sommes amis en particulier avec l'une d'entre elles, une de ces familles, qui nous dit qu'ils perçoivent des regards de franche hostilité quand ils prennent le tram, comme ils n'en avaient jamais connu avant le Covid. Visiblement, il y a comme une accusation que c'est les Asiatiques qui nous ont apporté ce virus et donc sont coupables de tous les désagréments qu'il apporte. À propos du Covid, justement, c'était une question que je voulais te poser. Quand, dans la première vague, à l'époque de la première vague de l'épidémie, Frédéric Lordon, que l'on connaît, a écrit que peut-être que l'on pouvait transformer ce mal en un bien, et que quand on voit, il prenait par quelques exemples qui montraient que les gens regardaient les soignants, regardaient les enseignants, regardaient un certain nombre de biens communs, et il en venait à l'idée que peut-être le jour d'après pourrait être spontanément ou plus facilement une remise en cause des pires inégalités et des pires aspects du système que nous vivons. Et je crois me souvenir que tu avais réagi sur le fond en disant que malheureusement, les choses ne se passaient généralement pas ainsi à l'occasion de ce genre d'épidémie. Tu peux revenir sur cet aspect des choses? Tout d'abord, il me semble que c'est Lordon parfois un travers d'un certain nombre de courants radicaux ou prétendument radicaux que de penser qu'une crise en soi, qu'elle soit économique, sociale ou en l'occurrence sanitaire, peut quasiment spontanément déboucher sur l'effondrement du système qui est combattu. En l'occurrence, on a affaire d'abord à une crise sanitaire dont on sait maintenant qu'elle va se prolonger en une crise à la fois financière, économique et sociale particulièrement grave. Et comme souvent en ce genre de circonstances, jugée parfaitement exceptionnelle, et elle l'est effectivement cette situation, la réaction la plus commune des pouvoirs en place est de justifier au nom du caractère exceptionnel de la situation toute une série de dispositions qui sont elles-mêmes exceptionnelles. À cela s'ajoute le fait que, et là la chose est nouvelle, et c'est une double conjoncture qui de ce point de vue-là me paraît catastrophique, la réitération d'un certain nombre d'attentats qui a justifié, alors là, de mon point de vue, comme rarement, le retour, ou en tout cas la proposition faite par certains, de dispositions, là aussi et là encore, d'exception, et qui permet l'ensemble de ces contextes, à la fois sanitaires, politiques et marqués par les attentats que l'on sait, par exemple, et en se saisissant de cette conjoncture,
de façon opportune de leur point de vue. Les différentes, notamment la proposition de loi, qui est plutôt un projet en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un projet gouvernemental tendant à interdire la possibilité pour les citoyens et les journalistes de filmer les policiers et donc de documenter les violences policières, est perçue, non pas seulement par les journalistes, faut-il le rappeler, qui de ce point de vue-là ne défendent pas des intérêts corporatistes comme une atteinte absolument fondamentale à la liberté de la presse et plus généralement à une autre liberté fondamentale qui est la liberté d'informer, et rappeler que sur ce point, la nouvelle directrice responsable de la commission consultative nationale des droits de l'homme, la CNCDH, vient de prendre une position très ferme sur le sujet en estimant que effectivement ce projet de loi porte atteinte à des droits et libertés fondamentaux. Par ailleurs, il faut évidemment ajouter ceci, que l'ensemble de ces crises, à la fois sanitaires, politiques, interviennent dans un contexte où le processus de décomposition, fragmentation des gauches politiques, mais en partie aussi très grande faiblesse des organisations syndicales du mouvement ouvrier, fait que l'issue pour le moment de cette crise, elle sera vraisemblablement bien plutôt à l'avantage de celles et ceux qui exercent le pouvoir qu'à l'avantage de celles et ceux qui contestent ce pouvoir et qui cherchent à remettre en cause le système tel qu'il est établi jusqu'à présent. Et rappeler, parce que je crois qu'on ne peut pas s'affranchir de ce retour en arrière, que la dernière victoire qui a été remportée à la suite d'une mobilisation extrêmement importante et significative, qui était une mobilisation d'ailleurs défensive, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est la mobilisation extrêmement importante contre les CPE, le contrat première embauche. Si ma mémoire ne me trahit pas non plus également, ces mobilisations interviennent en 2006, c'est-à-dire il y a 14 ans, et force est de constater que depuis 14 ans, aucune des luttes qui ont été menées en France, que ce soit des luttes politiques ou des luttes syndicales, dont il faut rappeler qu'elles ont été à chaque fois des luttes défensives, aucune de ces luttes n'a, quand bien même les mobilisations ont été très importantes, aucune de ces luttes n'a été victorieuse. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que ce n'est pas faire montre d'un pessimisme radical, mais au contraire d'un réalisme qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments objectifs, que de constater qu'hélas, effectivement, le jour d'après risque de ressembler sinistrement au jour d'avant, et entre autres parce que là, il y a des effets sociaux et politiques de confinement qui fait que ça contribue à émietter plus encore les forces politiques, syndicales et associatives, et à rendre quasiment physiquement impossible toute mobilisation collective. Sinon juridiquement, au moins pratiquement. Et d'ailleurs, je veux dire, cette réunion via Zoom en témoigne et contribue, hélas, à déliter plus encore, au moins conjoncturellement sans doute, un certain nombre de solidarités. C'est pourquoi je pense que l'issue, encore une fois, de la crise risque de ne pas être au profit de celles et ceux qui luttent contre la situation présente. Justement, de cette question de la liberté d'expression, elle a été encore au cœur des polémiques à propos, bien sûr, des caricatures et dans les conditions dramatiques que l'on sait des réactions à l'assassinat de Samuel Paty. Mais à ce sujet, on a vu réapparaître un débat qui effectivement est un débat qui existe et qui fractionne les gauches, comme tu le fais remarquer, qui est de deux types. C'est d'une part le débat sur la laïcité, telle qu'elle est présentée par certains comme une véritable religion, ce qui est, me semble-t-il, un contresens. Tu vas pouvoir réagir à mes propos. Et d'autre part, à cette injonction d'être Charlie, qui est quelque part le contraire même d'ailleurs de cette liberté d'expression qu'on prétend imposer. Si être Charlie devient obligatoire, que devient la liberté d'expression? Et
entre parenthèses, je n'ai pas là sous les yeux le nom du dessinateur mauritanien qui a fait une caricature pas vraiment méchante de Macron. Ce dessinateur a été, il y a 3 jours, licencié par l'ONG liée à l'ambassade de France en Mauritanie parce qu'il avait fait ce dessin mettant Macron en caricature. Sur ce domaine-là, je te laisse réagir. Sur ces domaines-là. Sur la question de la laïcité, effectivement, il y a longtemps que c'est un débat qui fracture les gauches politiques et sans doute en partie aussi, mais dans une moindre mesure, les organisations syndicales du mouvement ouvrier. La réitération des attentats a précipité ce que je caractérise moi comme une involution et effectivement une lecture tout à fait autoritaire, pour ne pas dire policière, de la loi de 1905. Ceux-là même qui pérorent sur la loi de 1905 semblent en oublier à la fois la lettre et l'esprit, en rappelant ce qui est tout à fait singulier de devoir le rappeler aujourd'hui, que la loi de 1905 impose la neutralité religieuse, non pas aux citoyens, mais impose la neutralité religieuse et à l'État et à ses agents, donc aux fonctionnaires. Que cette neutralité religieuse n'est pas imposée évidemment aux citoyens, parce que si cette neutralité religieuse était imposée aux citoyens, cela contreviendrait à des libertés absolument fondamentales, qui sont évidemment la liberté d'expression en matière philosophique, politique et religieuse. Or, on assiste maintenant depuis plusieurs années, et le débat est réitéré à chaque remise en cause ou mise en cause de celles et ceux qui incarnent prétendument soit le communautarisme, désormais le séparatisme, et qui sont supposés être également les tenants de je ne sais quel islamo-gauchisme, le retour sempiternel de l'interdiction pour les mères qui accompagnent des enfants dans des sorties scolaires de porter le voile, alors que, encore une fois, elles n'agissent ni dans un espace public officiel, ni dans une institution plus exactement de la République, et qu'évidemment, elles ne sont pas des agents de l'éducation nationale. Le débat s'est déplacé également du côté des universités, où un certain nombre maintenant plaident pour l'interdiction du voile dans les universités, ce qui témoigne là aussi, là encore, d'une très spectaculaire involution. Rappelez que ce type de position, à l'origine, était défendu par des dirigeants de l'UMP, puis par des dirigeants des Républicains, défendu également par un certain nombre de dirigeants, on ne pourrait pas dire par le Front National d'abord, le Rassemblement National ensuite, et que s'est constitué un front unique tout à fait singulier et extraordinaire, qui globalement court du Rassemblement National au dit printemps républicain, en passant par un certain nombre d'anciens membres du Parti Socialiste ou toujours membres du Parti Socialiste, qui, sur ces matières, défendent les positions que l'on sait et sont prêts à soutenir d'ailleurs, faut-il le rappeler, l'offensive gouvernementale contre l'Observatoire de la laïcité, qui s'est arrêtée qui s'est arrêtée pour des raisons sans doute qui pour moi m'échappent présentement, mais l'offensive a été clairement annoncée. Vraisemblablement, il y a eu un désaccord au sommet de l'État, peut-être entre le Premier ministre et le président de la République, mais peu importe, au-delà de ces péripéties politiciennes, ce qui est plus significatif à mes yeux, c'est qu'il y avait visiblement, et là aussi un front unique tout à fait singulier, une volonté de purger l'Observatoire de la laïcité, au motif que celui qui le dirigeait et le sous-directeur étaient les partisans d'une laïcité jugée par trop coupable, par trop laxiste à l'endroit de l'islam en général et plus spécifiquement des musulmans. Plus globalement, je voudrais ajouter ceci, que hélas, sur la plus longue durée, l'évolution est également très spectaculaire en matière de droits et libertés publiques, et rappeler que ce ne sont pas simplement des gauchistes qui le disent, que Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, a publié il y a très récemment un article dans le journal Le Monde où elle documente
argumente et objective cette involution en matière de droit pénal, notamment avec la mise en œuvre d'une nouvelle catégorie juridique et conceptuelle qui est la catégorie de responsabilité, de dangerosité, et qui permet de maintenir, alors même que les personnes condamnées ont effectué leur peine, de maintenir ces personnes dans une situation de privation de liberté. Et rappelez que cette nouvelle catégorie juridique et conceptuelle de la dangerosité a d'abord été appliquée pour les personnes ayant commis des crimes sexuels et qu'elle s'est étendue désormais à ceux ou à celles et ceux qui sont jugés et condamnés pour des attentats terroristes. Et elle montre que, effectivement, cela permet, sur la base d'un concept particulièrement flou et particulièrement difficile à objectiver, celle de dangerosité, encore une fois, de maintenir privés de leur liberté des hommes et des femmes qui pourtant ont purgé leur peine. À cela s'ajoute, et là aussi la référence me paraît importante, et elle me paraît d'autant plus importante que celui qui a écrit cet opuscule, François Sureau pour être tout à fait précis, écrivain, avocat et aujourd'hui académicien, a été un soutien, aussi singulier que cela puisse paraître, d'une part de François Fillon et d'autre part de l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, et qui a écrit un opuscule qui est publié aux éditions Gallimard, qui s'appelle « Sans la liberté », opuscule dans lequel, je dis opuscule parce que le texte est très court, mais il est très dense du point de vue de son contenu factuel et analytique, opuscule dans lequel François Sureau, lui aussi, documente l'involution très spectaculaire en matière de droits et libertés fondamentaux, mais pas uniquement, notamment en matière de liberté de manifester, en rappelant que cette liberté de manifester est de plus en plus restreinte, d'une part par les pouvoirs de facto accordés aux forces de l'ordre, et d'autre part par toute une série de restrictions juridiques permettant notamment à ces forces de l'ordre d'opérer des contrôles préventifs, des contrôles d'identité préventifs qui peuvent durer assez longtemps, et d'autre part, il rappelle aussi, comme d'autres, notamment à l'occasion des mobilisations des Gilets jaunes, la multiplication des cas d'usage parfaitement disproportionné de la force, dont il faut rappeler que cet usage disproportionné de la force, comme d'ailleurs l'usage d'armes de guerre au cours des manifestations, et rappeler que le LBD 40 est classé dans la nomenclature internationale comme une arme de guerre, et que la conjonction des deux, c'est-à-dire l'utilisation de cette arme de guerre par les forces de l'ordre, plus l'usage disproportionné de la force, a suscité des réactions de condamnation de l'ancien défenseur des droits Jacques Toubon, de la défenseur, celle qui est en charge à l'ONU de la question des droits de l'homme, l'ancienne présidente chilienne, Madame Bachelet, et également des institutions européennes qui ont demandé aux autorités françaises, d'une part, de suspendre l'usage du LBD 40 et d'autre part, de veiller au respect beaucoup plus strict de la liberté de manifestation. L'ensemble permet de dresser un paysage qui n'est pas apocalyptique, ne nous effrayons pas à bon compte, mais un paysage qui est particulièrement inquiétant du point de vue des libertés démocratiques, mais qui au fond n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que la République se devient terriblement autoritaire. Faut-il rappeler que sous la Troisième République, celle-ci l'a été à l'endroit d'un certain nombre de catégories sociales, bien sûr à l'endroit des indigènes. Est-il nécessaire de rappeler que la Quatrième République a été terriblement autoritaire, non pas simplement à l'endroit des colonisés, mais également à l'endroit de ses propres citoyens, et que la Cinquième a poursuivi dans cette voie, notamment dans le cadre de la guerre d'Algérie. J'en veux pour preuve notamment les massacres du 17 octobre 1961 à Paris, mais rappelez qu'il n'y a pas été visé à l'époque, victimes bien sûr, dans des proportions sans commune mesure avec les citoyens français, donc ceux qui étaient qualifiés de terroristes et d'Algériens, mais que la Ve République a également pris beaucoup de libertés, avec des libertés fondamentales comme la liberté de la presse, la liberté d'édition, et rappelez que jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, un certain nombre de quotidiens, notamment le quotidien
quotidien L'Humanité, mais pas lui seul, ont été censurés, et que par exemple l'ouvrage de Paulette Péju, qui documente de façon très précise l'usage de la torture, de la disparition forcée en métropole, qui s'appelle Ratonnades à Paris et des Harkis à Paris, a été saisi directement chez l'éditeur François Maspero. Donc, cette involution de la situation des libertés démocratiques aujourd'hui n'est pas sans précédent, ce qui ne veut pas dire que ça la justifie, mais encore une fois, le fait que la République involue dans ce sens-là et s'affirme de plus en plus comme une République autoritaire n'est pas nouveau. Et donc, ce qu'il faut arriver à penser conjointement, c'est à la fois le maintien d'institutions démocratiques et en même temps l'élargissement du périmètre qui prive un certain nombre de citoyens et éventuellement d'étrangers résidant sur le territoire national de la jouissance de droits fondamentaux, et donc l'extension également de toute une série de dispositions et de dispositifs d'exception. Tu parles donc de cette situation liée, enfin, cette involution des libertés démocratiques et du fait que, bon, ça n'est pas d'aujourd'hui, mais que la crise sanitaire d'une part, les menaces terroristes d'autre part, sont utilisées pour, de façon indue, remettre en cause ces libertés. Ce n'est pas seulement le résultat de l'activité, enfin, c'est bien sûr des décisions qui relèvent de l'exécutif et de l'État, mais on voit parfois, et on ne s'y attend pas toujours, des gens qui ont le statut d'intellectuel médiatique accompagner cette involution des libertés démocratiques. Peut-être peux-tu dire un mot et de l'appel des sangs qui disent qu'on ne peut plus rien dire en prétendant que l'islamo-gauchisme a pris le pouvoir dans l'université, et des réactions qu'il y a eu à cet appel des sangs. Alors, tout d'abord, et ça confirme ce que je disais précédemment, c'est que d'une part, on a assisté effectivement, et là, les attentats de novembre 2015 ont été, de mon point de vue, un tournant majeur, même si là encore, il y a des sinistres précédents que chacun connaît relativement à la guerre d'Algérie et à la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1955, comme aux pouvoirs spéciaux dont il faut rappeler qu'ils ont été votés à l'initiative d'un président du Conseil socialiste. Et donc, que des socialistes se convertissent à des lois d'exception n'est pas particulièrement nouveau. Par contre, pour revenir à la période plus récente, c'est-à-dire au lendemain des attentats de novembre 2015, là, on a assisté effectivement, et c'était pour la période immédiatement antérieure, une effectivement sinistre nouveauté, à ceci qu'un chef de l'État socialiste, un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur dit socialiste ont repris à leur compte ce qui jusqu'à présent n'avait été défendu que par l'extrême droite, c'est-à-dire le Front National et le Rassemblement National, la question de la déchéance de la nationalité. Et même si le projet n'a pas abouti, ce qui a abouti par contre, c'est l'inclusion dans le droit commun de toute une série de dispositions d'exception qui étaient relevées auparavant donc de l'état d'urgence. Et que là aussi, sans doute dans une moindre mesure, comme si je puis dire la laïcité, la question de des réactions politico-juridiques à la réitération des attentats a passablement contribué à fragmenter, et là aussi, et là encore, les gauches politiques, me semble-t-il. Et enfin, et pour je crois mieux comprendre la dynamique, une fois encore, cette involution politico-juridique peut prospérer d'autant plus tranquillement que la situation des gauches politiques est celle que l'on connaît, c'est-à-dire un processus de décomposition, fragmentation qui jusqu'à présent n'a pas connu de terme, que les organisations syndicales et le mouvement ouvrier sur ce terrain-là sont faibles et affaiblies. Quant aux organisations traditionnelles de défense des droits de l'homme, elles aussi sont relativement en crise en ce moment. En dépit d'attaques extrêmement sérieuses en matière des droits et libertés démocratiques, nous n'avons pas vu surgir un front unique capable de mettre un cran d'arrêt à cette offensive. Et ce qui confirme là aussi, là encore,
la situation tout à fait singulière dans laquelle nous nous trouvons. Relativement à l'appel des 100, cet appel n'est pas nouveau. Les mêmes, sans doute à l'initiative de Pierre-André Taguieff et d'un certain nombre de personnalités dirigeantes du printemps républicain, avaient déjà, il y a de cela quelques mois, sinon quelques années, déjà lancé un appel en dénonçant ce qu'ils prétendent être le mal du siècle, en tout cas, sinon le mal du siècle, la menace plus exactement conjoncturelle qui pèserait sur les universités françaises. Ce n'est plus le spectre du marxisme et de la pénétration des universités françaises par des enseignants communistes. Le spectre rouge ne fait plus trembler personne. Aujourd'hui, ce qui fait trembler cela, apparemment, c'est plutôt le spectre islamiste. Et ils prétendent donc que les universités françaises seraient désormais pour partie contrôlées par des enseignants de cette mouvance. En étant, dans la plupart des cas, absolument incapables d'apporter la moindre preuve à l'appui de leurs assertions sans fondement, pour une bonne et simple raison, c'est que si on fait la liste des enseignements dans les universités qui se sont consacrées d'une part aux questions coloniales, aux questions décoloniales, et d'autre part à l'étude des racismes d'État, des racismes systémiques et ou institutionnels, on s'aperçoit que c'est extrêmement minoritaire et que cela relève d'une construction politico-idéologique tout à fait singulière. On pourrait presque dire, au fond, relève presque d'un délire au sens étymologique et propre du terme, dans la mesure où il s'agit d'un discours qui est incroyablement éloigné, pour ne pas dire totalement déconnecté des réalités de l'enseignement supérieur français. Et celles et ceux qui, à l'avenir, dans 10, 15 ou 20 ans, s'intéresseront éventuellement à ce qu'on peut espérer, seront désormais à l'époque des péripéties, qui n'en sont pas aujourd'hui évidemment, je crois, auront beaucoup de mal à comprendre comment ce type de mise en garde, ce type d'appel a pu non seulement connaître le succès que l'on connaît, mais recevoir, et c'est là beaucoup plus inquiétant par rapport au premier appel, recevoir le soutien que l'on sait de la part du ministre de l'Éducation nationale, et rappeler que la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, évanescente, transparente et inexistante, n'a pas cru bon d'ailleurs d'intervenir pour défendre l'institution universitaire et les universitaires accusés, faut-il le rappeler, et l'accusation est extrêmement grave, au fond d'avoir élaboré les catégories idéologiques qui ont permis aux terroristes de passer à l'acte, puisque globalement, c'est bien de cette accusation qu'il s'agit. Un mot peut-être sur les menaces de dissolution du CCIF. Est-ce que là, on n'a pas aussi cette dérive? Pour le moment, je crois que la dissolution n'est pas encore intervenue. La menace existe, mais j'ai l'impression qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on est bien en peine de faire un dossier qui tienne la route pour justifier une telle dissolution d'une organisation qui est reconnue, y compris au niveau international, comme une organisation de conscience, de défense des droits humains, notamment, bien sûr, pour les droits des musulmans, mais qui n'est en rien une entreprise terroriste ou de quelque complicité ni technique ni intellectuelle avec le terrorisme. Alors, en ce qui concerne le CCIF, effectivement, il s'agissait notamment de la part de Gérald Darmanin, qui je t'entends mal. Je suis le seul à entendre mal? Non, il y a un problème. Ad nauseam. Allô? Oui, là, vas-y. Oui, Bon. oui, je disais que Gérald Darmanin, en bon serviteur de celui qu'il a fait ministre de l'Intérieur, a persévéré, bien sûr, dans la voie qu'il s'est fixée, notamment la stigmatisation d'un certain nombre d'associations.
rappeler que, et ça a été dit, tu l'as dit Dominique, que le CCIF dispose et jouit d'une reconnaissance internationale, d'une reconnaissance européenne, qu'un certain nombre de ces études et de ces rapports, une fois encore, ont été utilisés par les défenseurs des droits et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Gérald Darmanin, et heureusement d'ailleurs, la loi de 1901 relativement aux associations est une loi très libérale et que effectivement on ne peut pas dissoudre une association simplement parce que le ministre de l'Intérieur en décide. Et d'ailleurs, la preuve qu'il n'avait pas d'argument juridique pour avancer dans cette voie, c'est que jusqu'à présent, cette dissolution n'a pas été prononcée. Et si elle n'a pas été prononcée, c'est qu'il n'est pas juridiquement possible de le faire. Cela fait partie des vociférations démagogiques du pouvoir en place qui, passablement dépassé par la situation, veut croire qu'il est capable de la maîtriser et d'apporter des réponses adéquates aux problèmes qui se posent, notamment relativement à la sécurité de ce qu'il convient d'appeler les Français, relativement au terrorisme. L'association, l'ONG Baraka City n'a pas eu la même chance que le CCIF et donc a effectivement été dissoute dans des conditions qui, j'espère, seront remises en cause par les procédures d'appel, mais qui sont assez inquiétantes. Un mot quand même maintenant sur la colonisation, enfin pas un mot seulement. On a vu dans la dernière période, enfin, depuis l'élection, on avait vu Macron prendre ses distances avec le système colonial, à faire des déclarations pouvant même aller jusqu'à considérer que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. C'est une formule qu'il n'a pas répétée, mais il avait quand même fait des pas qui pouvaient ressembler, la comparaison avait été faite avec la reconnaissance des responsabilités françaises pendant l'occupation de la solution finale pour les Juifs. Et Chirac avait été finalement un de ceux qui avait rompu avec une certaine historiographie résistentialiste. Là, Macron est distrait, mais Castex l'est moins, dans un appel à ce que la colonisation ne soit pas invoquée comme un crime, finalement. Je crois que tu as réagi à ce sujet sur cet espace qui s'est peut-être créé entre Castex et Macron. Tu l'analyses comment? Alors, rappeler effectivement, mais comme beaucoup de ses prédécesseurs, que Emmanuel Macron, candidat déplacement en Algérie, avait effectivement prononcé cette phrase qui était sans précédent, c'est-à-dire qualifiant la colonisation comme crime contre l'humanité. Et effectivement, cette qualification politico-juridique était effectivement sans précédent. Mais comme ses prédécesseurs, il s'est bien gardé de réitérer le propos une fois rentré en France, pour ménager l'électorat qui lui était indispensable pour remporter les élections présidentielles. Qu'il y a eu, faut-il le rappeler, et là aussi c'est une avancée pour les personnes concernées, pour celles et ceux qui militaient depuis très longtemps pour la reconnaissance du sort indigne qui a été réservé à Maurice Audin, donc dont on sait qu'il a été enlevé par des parachutistes agissant sous les ordres du général Sarès, qu'il a été torturé et exécuté sommairement. Cette reconnaissance était importante, mais en même temps souligner qu'elle était remarquablement partielle, parce que chacun sait, et la chose est désormais parfaitement documentée en ce qui concerne l'Algérie, que la pratique de la disparition forcée, qui est aujourd'hui qualifiée comme un crime contre l'humanité, notamment en raison de la mobilisation internationale de celui qui a joué un rôle très important dans cette affaire, l'avocat et juriste Joignet, que cette disparition forcée a concerné quelques Français, assurément, et Maurice Audin en particulier, mais a surtout concerné des centaines et sans doute plus largement des milliers d'Algériens pour lesquels le président Emmanuel Macron n'a pas eu le début d'un commencement de reconnaissance et d'actes significatifs tendant à effectivement admettre
que ces disparitions forcées avaient été massivement utilisées par les forces armées avec la bénédiction des autorités politiques de l'époque. Donc des reconnaissances très partielles et très limitées, avec désormais, dans le cadre de ce qui s'appelle un en même temps, mais un en même temps qui ne concerne plus la droite et la gauche, pour reprendre ces catégories un peu grossières, mais un en même temps qui concerne la droite et la droite, si je puis dire, avec la déclaration effectivement singulière du Premier ministre, mais qui au fond n'est pas particulièrement surprenante lorsqu'on se rappelle les responsabilités qu'il a exercées comme secrétaire général adjoint de l'Élysée à l'époque de la présidence de Nicolas Sarkozy, dont elle a été par définition très proche sur le plan politique et avec qui visiblement il partage une commune analyse de la colonisation et une commune condamnation de celles et ceux qui, héritiers de l'émigration coloniale ou post-coloniale, et non concernés par cette émigration coloniale et post-coloniale, exigent depuis longtemps maintenant, que ce soit pour les massacres du 17 octobre 1961 ou les massacres du 8 mai 1945, et plus globalement, une reconnaissance officielle, générale, précise et circonstanciée de la colonisation comme crime contre l'humanité, un accès aux archives, puisque rappelez que là aussi, là encore, en matière de respect de l'accès aux archives et de liberté d'accès aux archives, plus précisément, la France fait partie des pays dont les dispositions sont les plus restrictives, et que par ailleurs, en matière de réparation, également, la France est non pas en retard, mais inexistante comparativement à d'autres anciennes puissances coloniales qui non seulement ont, dans certains cas, reconnu les crimes commis à l'époque où leur empire existait, mais dans d'autres également accordé des réparations financières aux victimes et ou aux descendants de victimes, et dans certains cas, je pense plus spécifiquement là à la Grande-Bretagne, érigé à Nairobi un mémorial à la mémoire des victimes de la guerre des Mao-Mao, conduite à l'époque des années 50 au sortir donc de la Seconde Guerre mondiale. J'en viens à une question qui est au cœur des deux derniers livres, à savoir le lien qui existe entre colonialisme, colonisation, empire et aujourd'hui décolonisation, avec maintien dans un pays comme la France de racisme extrêmement important, ce lien entre colonialisme et racisme étant tout particulièrement évident dans le cadre de l'islamophobie, où bien sûr on sait, nous tous, qu'il y a plus de musulmans qui ne sont pas maghrébins que de musulmans maghrébins, mais que c'est bien au travers de cette non-résolution de la question coloniale en France et de la mémoire de cette colonisation qui n'est pas reconnue comme un crime, que l'on voit aussi se développer cette islamophobie dont tu as fait le travail concernant l'islamophobie savante du 19e et peut-être aujourd'hui l'islamophobie malheureusement populaire telle que nous la connaissons et telle que elle est décrite dans dans le livre que tu as coordonné. Ce lien colonialisme-racisme, peux-tu nous en dire un mot moins bavard que moi peut-être, mais... Deux remarques sur la question de l'islamophobie. D'une part, rappeler, contrairement à ce que affirme là aussi de façon très partiale, et en prenant une nouvelle fois de très grandes libertés avec les règles déontologiques de la recherche élémentaire, Caroline Fourest, le terme islamophobie n'a pas été forgé par les mollahs iraniens à la suite de la victoire de la révolution à Téhéran en 1979 et du retour de l'imam Khomeini dans cette même ville après qu'il ait résidé en France. Il suffit de faire
quelques recherches rapides sur Internet pour falsifier cette assertion sans fondement, c'est-à-dire l'infirmer et découvrir que le terme islamophobie est d'usage parfaitement courant dès les années 1910 dans le cadre des polémiques qui sont déjà assez violentes entre des hommes qui sont tous partisans de l'Empire, assurément, qui entendent défendre l'Empire, mais qui, relativement aux politiques coloniales, se séparent et se séparent gravement et de façon significative sur la politique coloniale à mettre en œuvre à l'endroit des musulmans. Et l'un des grands coloniaux, comme on disait à l'époque, le terme, l'expression est laudative, qui a été gouverneur général de l'Afrique occidentale française, utilise le terme islamophobie pour dénoncer ce qu'il nomme dans un article très substantiel la politique islamophobe menée par les autorités coloniales avec la bénédiction des autorités métropolitaines, politique qu'il estime être extrêmement dangereuse dans la mesure où elle risque de transformer les musulmans effectivement en adversaires farouches de la colonisation et plus précisément encore en ennemis de la dite colonisation. Et si lui milite pour une autre politique en matière coloniale, ce n'est pas du tout parce qu'il est un tenant de l'indépendance des colonies, mais au contraire pour défendre l'Empire. Et réciproquement d'ailleurs, le terme d'islamophilie, qui emporte une connotation déjà négative, ou d'arabophilie, pour dénoncer celles et ceux qui sont déjà à l'époque dénoncés comme par trop laxistes et à l'endroit des musulmans et pas trop inconscients des dangers que l'islam est supposé faire peser sur l'ordre colonial et plus tard sur l'ordre métropolitain. Alors, tu as dit islamophobie populaire. Sans doute, mais faut-il le rappeler, et ça me paraît absolument essentiel, de même que l'islamophobie fin 19e, début 20e est une islamophobie savante, donc élitaire, qui a affecté la quasi-totalité du personnel politique de la Troisième République et un certain nombre de disciplines des sciences humaines. De même, aujourd'hui en France, nous assistons d'abord et avant tout, et c'est comme ça que les choses, me semble-t-il, ont surgi, au retour d'une islamophobie élitaire, celle d'un certain nombre de bavards médiatiques, celle d'un certain nombre de philosophes, ou en tout cas qui se croient tels, et d'académiciens, je pense en particulier à Alain Finkielkraut ou à Elisabeth Badinter, et d'autres qui considèrent que la défense de la République, aujourd'hui de la laïcité, autorise à être ouvertement islamophobe. Sans et ne pas oublier également celui qui, en dépit de 2 condamnations pour incitation à la haine raciale, Éric Zemmour, continue d'une part d'avoir tribune ouverte dans le Figaro et d'autre part d'avoir micro et caméra ouverts dans la chaîne qui le salarie. Ce qui, je ne veux pas en rajouter dans les analyses qui peuvent être qualifiées d'outrageusement pessimistes, mais ce qui, de mon point de vue, est là aussi, là encore, caractéristique d'une involution très spectaculaire et d'une tolérance stupéfiante à l'endroit des discours racistes et islamophobes. Raisonnons par hypothèse, parce que je crois que ce raisonnement par hypothèse permet de mieux souligner cette involution spectaculaire et la tolérance tout à fait stupéfiante à l'endroit des discours racistes et islamophobes. Cette hypothèse est le suivant. Imaginons que quelqu'un ou quelqu'une, dans une chaîne et à une heure de grande écoute, ait tenu des propos ouvertement antisémites. Les responsabilités médiatiques éditoriales de celle-là ou de celui-là se serait immédiatement achevé au moment même où il aurait terminé sa phrase. Et la sanction aurait été là immédiate. Sanction politique, sanction médiatique, sanction sociale, avec sans doute, et pas sans doute, à la clé certainement, poursuite pour incitation à la haine raciale.
Quand on fait la comparaison avec le sort réservé à Éric Zemmour, je crois que cela permet de mieux prendre la mesure justement de ce qui est désormais toléré. Toléré alors même qu'il a été, encore une fois, faut-il le rappeler, doublement condamné, qu'il est récidiviste et qu'une troisième procédure est engagée contre lui. Et donc, racisme élitaire, islamophobie élitaire, romanophobie élitaire, faut-il le rappeler également, en mentionnant celui qui a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre Manuel Valls, qui imputait aux Roms leur incapacité à vouloir s'intégrer, ou plus exactement, ce n'est pas leur incapacité à vouloir s'intégrer, qui leur imputait l'absence totale de volonté à s'intégrer, ce qui justifiait pour Manuel Valls, le gouvernement auquel il appartenait, et le président sous l'autorité duquel il agissait, ce qui justifiait donc la pratique du démantèlement des camps, de la précarisation accrue de ces populations et de la déscolarisation des enfants roms, contrevenant là à un droit fondamental qui est le droit à l'éducation. Donc le paysage de ce point de vue-là, et au-delà, encore une fois, des droits et libertés démocratiques, n'est pas des plus réjouissants, et se caractérise, je crois, encore une fois, par des involutions tout à fait spectaculaires. À ceci près que, donc, tu as évoqué le livre Racisme de France fait souvent ce rapport entre colonialisme et racisme, à ceci près que vous avez plusieurs chapitres, effectivement, pour montrer que tous les racismes peuvent venir de questions qui ne sont pas coloniales. Ce ne sont pas des racismes de colonialisme mal digéré. C'est en partie vrai pour les Asiatiques, même si nous avons eu un empire français présent là-bas, et d'autre part, quand même, le racisme anti-tzigane, qui est probablement un des racismes les plus profonds qui existent en France. Alors, juste très vite, effectivement, pour pouvoir laisser éventuellement la parole, enfin pas éventuellement, laisser la parole aux autres, rappeler là que l'anti-tsiganisme est effectivement s'inscrit dans une très longue durée, que c'est à la Troisième République qu'on doit le livret qui a été imposé aux populations nomades, que ce livret a été rendu obligatoire par le régime de Vichy, qu'il a perduré après le rétablissement des institutions républicaines sous la 4e et la 5e République, et qu'il a fallu attendre, si ma mémoire ne me trahit pas, 2015 avant que ce livret ne disparaisse effectivement. Et donc, on a là l'exemple tout à fait remarquable mais sinistre, d'une part d'un racisme d'État, d'autre part d'un racisme républicain, et d'autre part de la permanence stupéfiante de dispositions d'exception à l'endroit d'une partie de la population française et d'une partie des étrangers perçus comme un corps étranger dans la nation, un corps étranger d'une part, un corps inférieur, d'autre part, et enfin un corps dangereux, ce qui est un grand classique des processus de racialisation qui ne repose pas seulement, comme on le croit trop souvent, uniquement sur l'infériorisation, mais sur l'imputation aux races dites inférieures de toute une série de caractéristiques morales, sexuelles, comportementales, qui fondent leur dangerosité en général culturelle, cultuelle, voire sexuelle. C'est le cas, ça a été le cas des Maghrébins, ça a été le cas des Noirs, et ça a été le cas aussi des Roms. Rappelez que parmi les arguments employés notamment par Manuel Valls, il y avait le danger sanitaire que ces populations étaient supposées incarner, et au nom de la préservation de la sécurité sanitaire et de la santé du reste des populations, de la population française, justifier là encore et des pratiques et des dispositions d'exception à l'endroit de ceux qui étaient identifiés donc comme des Roms. Bon, je vais être obligé de m'arrêter parce que Dominique me rappelle à l'ordre. Y a-t-il c'est Dominique qui gère à partir de là les interventions du public. Nous sommes apparemment 16 participants. Il faut demander la parole. Si personne ne la demande, je vais être obligé de la reprendre. J'ai plusieurs questions encore.
S'il n'y a pas de demande, je vais quand même, si Dominique m'autorise, je vais poser une autre question. Non, non. Pardon? Ah, il y a Non, une non. demande. On voit une main et pas la tête. Oui, Marie. Ouais, elle est là, la tête. Dominique, bonjour Marie. Bonjour André. Dominique, tu veux poser une question? Parce que je crois que tu avais demandé ton tour, non? Non, pas du tout. Moi, j'étais là simplement pour organiser la discussion et permettre l'expression des questions. Oui, d'accord. Bon, ben alors, je peux y aller alors? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, je suis un peu surprise par les mélanges qui sont effectués dans les discours que l'on entend ce soir, tant de la part d'André que de la part de l'intervenant, monsieur Lacour. Alors, par exemple, je ne comprends absolument pas, André, pourquoi tu fais une assimilation entre liberté d'expression et ce que tu appelles l'injonction, c'est déjà le terme est vraiment choisi, d'être Charlie. Je pense que là, tu mélanges deux choses qui n'ont rien à voir, dans la mesure où être Charlie, c'est être autre chose, c'est pas seulement la liberté d'expression, et tu le sais très bien. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, et je voudrais passer un petit peu à ce que j'ai entendu de la part de M. Lacour. Alors, je trouve que M. Lacour mélange ou assimile des choses les unes avec les autres, ce qui lui permet à la fin de mettre sur le même pied certains phénomènes. Par exemple, la dernière en date, la dernière dans ses propos, que je trouve un peu fort quand même, il assimile Elisabeth Badinter à Éric Zemmour, en passant par le biais, selon lui, de l'autorisation que donnerait la recherche ou la préservation de la laïcité, que ça permettrait l'islamophobie. Alors là, ça c'est et ensuite on assimile Elisabeth Badinter à Éric Zemmour par un subterfuge qui m'échappe un peu si je le comprends trop bien, hélas. Ces deux philosophes. Bon. Ensuite, ou précédemment, M. Lacour avait quand même fait une lecture carrément une lecture policière de la loi sur la laïcité de 1905. Et il en arrive à assimiler laïcité et répression. Je donne comme exemple la décision, selon lui, de purger l'Observatoire de la laïcité. C'est pas rien. Au titre que certains de ses membres seraient détenants d'une laïcité d'accommodement. Voilà. Donc, cette laïcité d'accommodement, on peut en discuter, on peut discuter ce qu'elle propose, mais il faut quand même rappeler l'importance de la laïcité, une laïcité qui n'a pas besoin d'adjectivation, comme dit Henri Peña-Ruiz, c'est-à-dire, je suppose que cette mention-là va vous plaire, monsieur, la mention de ce philosophe va vous plaire, monsieur Lacour, puisque lui, laïcité ouverte, etc., il dit la laïcité n'a pas besoin d'adjectivation. Bon, et donc, ceux qui souhaitent revenir à l'application de la loi de 1905 telle qu'elle est fort simple, ces tenants de cette laïcité-là seraient des gens un peu qui auraient une attitude policière et qui assimileraient donc laïcité et répression. Et puis vous avez cité comme exemple, alors un sujet sur lequel je ne souhaite pas revenir parce qu'il est fort long, l'exemple des sorties scolaires, etc., dont je vous rappelle qu'elles se déroulent quand même dans le cadre de l'école et que l'école doit rester absolument libre de toute intervention extérieure. Voilà. Donc, toutes ces affirmations où vous arrivez à mélanger, à affirmer quelque chose en rapprochant des choses qui n'ont rien à voir et à finir par assimiler répression et laïcité. Et ensuite, pareil, je vous donne des exemples, hein, parce qu'il y en a énormément. Vous avez constamment usé de ce raisonnement et assimiler Badinter et Zemmour. Je trouve ça quand même, vous allez un peu vite en besogne. Et je trouve que justement, de ce point de vue-là, nous sommes à Espace Marx, un modèle de liberté d'expression, parce que
vous avez quand même dit des choses assez fortes et assez péremptoires, d'ailleurs. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est bien Olivier, tout de suite. Oui, je peux répondre. Alors, sur Elisabeth Badinter et Zemmour, je ne les assimile pas. Vous faites simplement une erreur qui me paraît très importante, c'est que, assurément, Elisabeth Badinter est de formation philosophique, est une philosophe. Considérer qu'Éric Zemmour est philosophe, c'est se méprendre, je crois, très gravement, d'une part sur sa formation, d'autre part sur le rôle qui est le sien, et enfin sur la façon dont il procède. J'ai la faiblesse de croire que la philosophie est portée par une volonté de savoir et une volonté de connaître. Il ne me semble pas que Éric Zemmour puisse se revendiquer philosophe dans la mesure où son objectif n'est pas de connaître, son objectif n'est pas de développer la connaissance, son objectif n'est pas d'informer, son objectif est, et il l'assume d'ailleurs, de réhabiliter un grand roman national républicain, de réhabiliter par ailleurs, soit dit en passant, en revenant sur un certain nombre d'acquis absolument essentiels de la recherche historique et politique, de réhabiliter le régime de Vichy. Et en s'autorisant donc, là aussi et là encore, d'extraordinaires libertés par rapport à un certain nombre de faits, par rapport à un certain nombre d'analyses, et globalement, c'est assez classique. En bon idéologue qu'il est, il traite l'ensemble de ces faits en chien crevé, parce que s'il ne les traitait pas ainsi, le discours qu'il tient, justement, s'effondrerait par cela même que ce discours peut être tout à fait falsifié, c'est-à-dire infirmé. Et donc je ne confonds pas du tout les travaux d'Elisabeth Badinter, philosophe, avec Éric Zemmour, qui encore une fois ne l'est pas. Par contre, ce qui me semble clair sur un point, c'est que l'un n'est l'autre, comme Henri Peña-Loris, que vous avez cité, estime qu'il est parfaitement légitime, eu égard à ce qu'il considérait être la défense de la République et à ce qu'il considérait être la défense de la loi de 1905 sur la laïcité, qu'on est parfaitement libre d'être islamophobe. Sur ce point-là, les uns et les autres se rejoignent. Le fait de se rejoindre sur un point ne signifie évidemment pas tirer un trait d'équivalence entre les personnalités que je viens de citer. Quant à la loi de 1905, pardon, mais reprenez les débats, reprenez la lettre et l'esprit de la loi, encore une fois, et c'est stupéfiant d'avoir à le rappeler, parce que là aussi, et là encore, les ouvrages sont parfaitement documentés, les analyses sont faites depuis longtemps, pardon de le rappeler, mais la loi de 1905 impose la neutralité religieuse, encore une fois, et certainement pas aux citoyens, pas même dans l'espace public. Et la preuve, c'est qu'il est tout à fait possible de manifester dans l'espace public à la fois d'un point de vue politique, mais aussi de manifester ses convictions religieuses dans l'espace public à travers des processions dont il faut rappeler qu'elles obéissent exactement aux mêmes règles que les manifestations politiques. Et donc, pardon, encore une fois, mais celles et ceux qui prétendent incarner le retour pur, dur, à la loi de 1905 saisie dans la beauté de ses origines, procède à une lecture rétrospective, me semble-t-il, qui est en partie déterminée par la conjoncture actuelle et qui les amène à interpréter de façon très partielle, pour ne pas dire très partiale, la loi de 1905, qui, encore une fois, est une loi de liberté, et de liberté religieuse pour les citoyens, et quelle que soit la religion qui est la leur. Je peux répondre, Dominique? Toi qui es le modérateur. La question, ce n'est pas de répondre, c'est de réfléchir ensemble pour savoir là où on a un petit problème d'interprétation ou de lecture. D'accord. Ok, je veux simplement reprendre sur un truc et puis après je me tais. Monsieur Lacour, Henri Peña-Ruiz n'a jamais dit que l'on pouvait être, dans le cadre de la laïcité, donc je regrette, qu'on pouvait être islamophobe. Il a dit exactement que l'on peut être cathophobe, athéophobe, judéophobe, islamophobe, du moment, parce qu'on s'en prend à la religion et aux religions, mais qu'à aucun moment on ne doit attaquer ni stigmatiser les gens qui pratiquent ces religions, l'individu et la personne. Donc vous voyez,
il faut compléter vos affirmations. C'est simplement ce que je souhaitais faire. Et finalement, bien évidemment, la loi de 1905 s'occupe de la liberté de religion, mais surtout, et d'abord, de la neutralité de l'État, laquelle garantit l'exercice et la pratique de sa religion du point de vue spirituel. Voilà. Donc, personne n'a il faut ajouter la neutralité de l'État et de ses agents et des fonctionnaires, ce qui exclut par conséquent, et il faut aller jusqu'au bout du raisonnement, ce qui exclut par conséquent les mères qui accompagnent leurs enfants et qui agissent dans le cadre qui n'est pas le cadre de l'institution scolaire, contrairement à ce que vous avez dit, puisqu'il s'agit de sortie scolaire d'une part, et que d'autre part, elles n'agissent pas en tant qu'agents de l'institution scolaire, et que par conséquent, elles sont parfaitement libres, et je rappelle que ça a été sanctionné, parfaitement libres de pouvoir effectivement porter un voile. Excusez-moi, monsieur Lacour, si une mère qui accompagne son enfant dans une sortie scolaire, c'est très bien, qui accompagne les enfants dans une sortie scolaire, très bien. Mais si cette mère porte un voile, qu'est-ce que vous pensez quand vous la voyez? Ben, je ne pense rien. Vous ne pensez rien. Vous n'avez pas immédiatement une association immédiate? Non, je ne fais pas d'association immédiate entre le port du voile et je ne sais quoi. Je considère que cela fait partie absolument de la liberté de cette femme que de porter un voile. Je peux avoir un avis sur le voile. Du prosélytisme. Moi, j'appelle ça du prosélytisme. Non, le voile en soi n'est pas du tout un signe de prosélytisme, pas plus que lorsqu'une bonne sœur se promène dans la rue avec un voile, cela n'est absolument pas assimilé à du prosélytisme. On ne se promène pas dans la rue dans le cadre d'une sortie scolaire. Voilà, c'est pas vrai. Si je peux me permettre, Marie, de donner un point de vue sur cette question-là. Oui, je m'arrête là. Je n'ai jamais considéré ma mère, ma grand-mère, qui portait le voile, non pas le voile de l'islam, mais le voile tout simplement de l'agriculture paysanne, et je n'ai jamais considéré qu'elles faisaient du prosélytisme de leur situation personnelle, et en même temps, elles allaient avec ce voile à la messe tous les dimanches matins. Et elles allaient à la messe. Je ne sais pas qu'elle faisait du prosélytisme. La question, quand même, posée, non, mais la question, c'est une question très importante qui n'est pas aujourd'hui dans la société française, mais pas que d'ailleurs. Mais c'est une question très importante. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'il y a, oui ou non, grâce à justement à la loi de 1905, le droit de la liberté de conscience? Liberté de conscience et aussi liberté de vivre en tant qu'individu et citoyen. Personnellement, j'ai eu à me prononcer dans mon université sur la question du port du voile par des étudiantes. Et je me suis battu férocement, avec bien la plupart d'ailleurs de la communauté universitaire, pour considérer qu'on avait affaire à des adultes, donc avec des adultes qui avaient le droit de choisir, y compris leur tenue vestimentaire, à la différence de ce qui peut se passer dans une école, ce qui est un petit peu différent. Mais au niveau des jeunes étudiants, je ne vois absolument pas, et je considère, et ça c'est une prise de parti personnelle, et donc je considère que c'est tout à fait normal que effectivement ces jeunes filles revendiquent ce droit-là. Après on peut discuter si le voile est stigmatise, est un élément de reflet de l'asservissement de la femme dans les pays du Maghreb ou ailleurs. Tout ça, ça mérite d'être débattu, mais tranquillement. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs Olivier d'être revenu pour replacer le débat sur un débat qui est un débat de scolastique, qui est un débat élitaire et qui n'est pas un vrai débat populaire. Parce que dans ma cité, là où j'habite, là où je suis, et bien là où je réside, à ma connaissance, j'ai très peu vu de gens exprimer, et d'ailleurs j'en ai pas vu, exprimer ni du racisme anti-maghrébin, ou du racisme anti-musulman, ni quoi que ce soit. Je croise tous les jours des femmes qui, pour certaines, sont voilées. J'ai ma propre opinion. Elle n'en demeure pas moins que je vis dans un pays de liberté et que je considère qu'effectivement, la loi de 1905, ou toute référence à la laïcité, si c'est pour renforcer l'ordre autoritaire dont on n'a certainement pas besoin dans ce pays, eh bien, c'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de débattre, de confronter nos points de vue et nos opinions, de rechercher qu'est-ce qui nous permet de vivre ensemble et surtout d'évacuer, on n'en a pas assez parlé ce soir, à mon avis,
de la question coloniale. Parce que nous vivons avec des traumatismes qui sont profondément enracinés et qui font qu'aujourd'hui, on continue à regarder de travers, entre guillemets, parce qu'on ne se regarde pas de travers. Moi, quand je croise des Maghrébins dans ma cité, ou que je croise des Albanais, ou que je croise d'autres personnes migrantes ou autres, eh bien, je n'ai aucun problème, ou des Noirs. D'ailleurs, je constate, là, j'ai des travaux dans ma tour. Excusez-moi, c'est très anecdotique, mais j'ai des travaux dans ma tour en ce moment. Là, ils sont en train de refaire les appartements. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas un seul travailleur d'origine française. Ce sont des travailleurs soit noirs, soit italiens, d'origine italienne ou d'autres origines. C'est assez extraordinaire. Mais enfin, là encore, c'est représentatif d'une situation sociale, de ségrégation. Là, on est véritablement dans le cadre d'une ségrégation sociale, eh bien, qui manifeste des grosses difficultés à penser le vivre ensemble et à organiser la vie de notre société. J'en arrêterai là, mais quand même, tu sais bien que Marie, on n'a pas du tout le même point de vue sur ces questions-là, mais j'espère qu'on continuera à débattre et à approfondir nos réflexions sur ça, parce que vraiment, c'est très important sur la conception qu'on peut avoir du vivre ensemble et de vivre et de faire société. Aujourd'hui, il y a des ruptures, des fragmentations, comme a dit Olivier, qui sont accentuées de manière dramatique par le gouvernement actuel et qui l'étaient d'ailleurs par le gouvernement précédent avec tous les discours pourris qu'on a eus d'Emmanuel Valls. On est dans la même ligne, on est même dans l'exacerbation de ces pratiques qui ne visent qu'une chose d'ailleurs, c'est à diviser le peuple français sur des questions qui ne les empêchent pas de vivre, absolument pas, et qui sont des questions qu'ils se posent, bien entendu, mais qu'ils résolvent dans leur vie quotidienne parce qu'ils considèrent que la guerre, l'affrontement sur la base de nos différences n'est pas le meilleur moyen de continuer à vivre ensemble. Je peux intervenir? Oui, André. C'est toi qui décides. Je voudrais remercier Marie d'avoir permis de montrer à quel point Olivier avait raison en disant que c'était une des questions, la laïcité, l'interprétation de la laïcité, qui était une des questions qui fragmentait effectivement la gauche. Je pense qu'il est extrêmement dramatique de voir comment l'interprétation de la laïcité comme une valeur religieuse, parce qu'il y a du religieux dans l'expression du printemps républicain tel que Marie nous le rapporte aussi, je crois qu'il y a vraiment là un problème. Il y a une confusion entretenue entre ce qui relève du privé et ce qui relève de l'intime. L'idée de renvoyer la religion chez les gens, c'est donc une idée qui est extrêmement dangereuse, parce que si les opinions religieuses doivent être renvoyées à l'intérieur des foyers, il n'y a pas de raison que les opinions politiques ne soient pas aussi demain renvoyées dans les foyers. Et je pense que par rapport à la situation de 1905, il y a eu des évolutions positives, y compris le fait que, par exemple, les fonctionnaires puissent exprimer leurs opinions avec des positions telles que celle de Marie. Marie, fonctionnaire, ne pourra plus défiler en ville avec un badge politique ou avec un badge syndical, parce qu'elle montrera qu'elle n'est pas neutre par rapport aux débats sociaux qui nous occupent. C'est extrêmement dangereux de défendre une telle logique. Je ne voudrais pas monopoliser plus que ça, mais je crois qu'effectivement, le droit syndical et les droits politiques qui ont été obtenus par les fonctionnaires, au-delà de ce qui était prévu par la loi sur la laïcité, c'est des conquêtes. J'aurais voulu poser une question à Olivier, c'est est-ce qu'il a eu l'occasion de prendre connaissance du livre de Lilian Thuram, La pensée blanche? Je trouve que c'est un livre passionnant. J'en dirai un mot demain dans l'émission du guide du Bordeaux colonial. Lilian Thuram est en pleine actualité puisque c'est son fils qui va peut-être chausser les crampons dans l'équipe de France demain soir. Mais Lilian Thuram
a fait une évolution politique qui me paraît passionnante. Il a créé sa fondation et aujourd'hui, il apporte un discours qui est finalement très proche. C'est la question que je voulais poser à Olivier, très proche, sans le dire, de ce qu'était le manifeste des indigènes de la République. Et je fais personnellement une distinction que peut-être Olivier fait aussi entre le manifeste des indigènes et ce qu'a été le parti des indigènes. J'ai lu l'ouvrage de Lilian Thuram. Plus que cela, j'ai participé à une émission de télévision avec lui qui va être diffusée dans les Outre-mer ce dimanche. Et effectivement, je crois que c'est un livre important parce que, au-delà de la personnalité de Lilian Thuram, de l'action ou des actions qui sont les siennes dans le cadre de la fondation et qu'il a créée, c'est très important. Je crois que quelqu'un comme lui, dans un livre, arrive à la conclusion qu'existe en France effectivement ce qui relève de cette qualification, existe en France donc un racisme systémique. Et rappelez que c'est important de le dire, je crois, que ce n'est pas simplement un certain nombre d'universitaires et des personnalités racisées, comme Lilian Thuram qui le disent, mais je crois qu'il faut lui rendre hommage de ce point de vue-là aussi singulier que cela puisse paraître, parce que je pense que nous avons été un certain nombre au moment où il a été nommé, je parle de Jacques Toubon, défenseur des droits, j'étais scandalisé par ce que j'interprétais comme un cadeau indigne fait par François Hollande à la droite. Force est de constater que dans certains cas, nous sommes confrontés non pas à des involutions terribles, mais à des évolutions positives. Et rappelez que dans le dernier rapport du Défenseur des droits, qui est consacré aux discriminations, qui a été rendu public en juillet 2020, Jacques Toubon reprend à son compte les analyses relatives à l'existence du racisme systémique en France et d'autre part, et ça, quand on utilise ce type de démarche, ça suscite en général des réactions scandalisées, d'une part du côté du gouvernement, mais aussi au sein des universités. Jacques Toubon estime qu'effectivement, pour mieux mettre au jour l'existence de ces discriminations systémiques, pour mieux prendre en compte leur ampleur et leurs conséquences sur la vie de celles et ceux qui en sont victimes, il faut effectivement s'engager dans une démarche intersectionnelle. Prenons un exemple. Il est clair que les femmes blanches sont discriminées, les choses sont parfaitement documentées d'un point de vue salarial, mais que si on est une femme noire, et éventuellement une femme noire qui porte le foulard, on cumule 3 types de stigmates et 3 types de discrimination qui s'ajoutent les unes aux autres. Une discrimination en tant qu'on est femme, une discrimination reposant sur une discrimination ethno-raciale en tant qu'on est noir, et une discrimination reposant sur cette islamophobie qui fait du voile le signe d'un prosélytisme, le signe d'un communautarisme, et aujourd'hui, plus encore, et c'est plus grave de ce point de vue-là, le signe d'un séparatisme. Et Jacques Toubon montre et estime donc que pour rendre compte au plus précisément possible de l'accumulation de ces discriminations et de leurs conséquences pour celles et ceux qui sont racisés, encore une fois, il faut se livrer à une démarche intersectionnelle. Si je cite ce rapport, c'est parce que nous sommes un certain nombre, à la fois universitaires, citoyens, engagés dans la critique et la dénonciation des discriminations systémiques, favorables à une démarche intersectionnelle, que ce rapport a pour nous été une petite lueur dans une météorologie politique particulièrement grise. Et je crois que ce rapport est également un point d'appui très important pour faire avancer un certain nombre de choses et d'éléments et d'analyses relativement à l'ampleur trop souvent niée justement par les tenants du grand roman national républicain sur l'importance donc des discriminations qui frappent les populations racisées, qui frappent les populations pauvres des quartiers populaires. Et je finirai sur ce point en rappelant que déjà immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, une très grande sociologue du CNRS, André Michel, avait publié un ouvrage extrêmement important, préfacé par Larocque, l'un des pères fondateurs de la sécurité sociale,
qui constatait que les discriminations qui frappaient les Nord-Africains étaient partout, dans les salaires, dans les logements, dans le type d'emploi et dans la santé. Il n'employait pas le terme de discrimination systémique parce que le syntagme n'avait pas encore été forgé, mais la réalité de ces discriminations systémiques était déjà constatée par ces analyses et souligné, je finirai sur ce point, que hélas, et les organisations politiques du mouvement ouvrier et les organisations syndicales du mouvement ouvrier ont longtemps et aujourd'hui encore ne prennent pas, je crois, toute la mesure de la réalité, de la gravité et de l'ampleur de ces discriminations. Moi, je voudrais qu'on ne se quitte pas sans évoquer quand même quelques perspectives à la fois de lutte contre le colonialisme et de lutte pour la liberté d'expression. Je pense que Bordeaux appelle, à Bordeaux, il y a appel à manifestation mardi prochain contre la loi remettant en cause la liberté d'expression de différentes façons, contre le séparatisme. Je crois que c'est peut-être ça qui va être le titre de la loi, je ne sais pas. Donc il y aura, à l'appel des organisations démocratiques, manifestation à Bordeaux mardi 17, mais je crois que Bordeaux n'a pas le monopole de cet appel et qu'il y aura, malgré les contraintes sanitaires, il y aura des rassemblements dans de nombreuses villes à ce sujet. Et puisque sortir du colonialisme était également à l'origine de cette conversation, je rappelle que effectivement, nous avons publié un guide du Bordeaux colonial qui aura peut-être comme prolongement un débat à Bordeaux, peut-être le 8 décembre à l'auditorium du musée d'Aquitaine, sur justement le besoin de décoloniser l'espace public. C'est bien sûr toute la question qu'on n'a pas discutée ce soir, des statuts, des noms des rues, etc. D'une certaine façon, le colonialisme sature notre espace urbain de façon assez pénible et on aura l'occasion d'en parler. Je dois dire aussi que, c'est une information, le guide du Bordeaux colonial n'est pas venu tout seul, il y avait le guide du Paris colonial, mais il ne va pas être sans lendemain. Déjà, il y a un guide du Soissons colonial qui met en scène le général Mangin, qui avait organisé la Force Noire, c'est-à-dire envoyé au casse-pipe de 14-18 tant de gens. Il y a, je le sais, je vous en informe, un projet déjà en cours d'écriture d'un guide du Marseille colonial. Et à Bordeaux, nous avons, mais tout le monde peut l'écouter en podcast sur la Clé des Ondes, une émission hebdomadaire qui s'appelle le guide du Bordeaux colonial, où Olivier a déjà eu l'occasion de s'exprimer. Dominique, à toi. Oui, alors juste une information complémentaire, et pour poursuivre la réflexion et le débat, je veux dire, nous recevrons le 17 novembre prochain Yvon Quignou, que certains connaissent, qui est philosophe et qui a commis aussi une critique de l'islam, et donc de la même manière qu'il a commis une critique de la religion catholique. Mais critiquer des religions, c'est une chose. Je dirais, ça fait partie, je dirais, du travail normal que nous avons à faire. Moi-même, j'ai critiqué ma propre religion pour finir par devenir athée ou non-croyant ou agnostique, peu importe. La question moi, qui m'intéresse, c'est, j'en ai pas tiré, je dirais, la conclusion qu'il fallait tirer à vue sur les religions et ni sur les gens qui étaient des croyants. Et donc, la question qui est posée, effectivement, qu'est-ce qu'on fait dans une société qui souhaite être plus humaine, plus civilisée et plus... est-ce que c'est de stigmatiser, je dirais, les aspects les plus extraordinairement régressifs de certaines religions ou de s'intéresser, par exemple, à ce qu'ont fait un certain nombre, par exemple, ce qu'a commis Ben Cheikh, l'imam de Marseille, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages fort passionnants sur l'islam, ou quelqu'un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, un ami qui est venu beaucoup à Bordeaux, justement, pour nous faire connaître un petit peu mieux l'islam et ses origines. Et
qui nous a permis aussi d'avoir un regard un peu dépassionné par rapport à tout ça. Parce que je veux dire qu'on peut avoir un regard critique sur la religion chrétienne, par exemple, ou la religion catholique, et pour autant, je dirais, ne pas en tirer un regard définitivement abstrait, je dirais, en termes de critique. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je vous invite à lire, pour ceux qui s'intéressent à ce qui peut se passer dans le monde religieux, eh bien, je vous invite à lire la dernière encyclique du pape François. Et peut-être que certains y découvriront une façon, je dirais, d'envisager le vivre ensemble et la fraternité d'une autre manière qu'ils pourraient la penser. Et vous savez, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que j'attends du religieux des solutions à nos problèmes politiques, mais j'attends et je trouve qu'il y a des choses originales qui s'écrivent aujourd'hui, qui ne s'étaient pas écrites dans le passé. Je veux dire que ce qu'écrit le pape François n'a rien à voir avec ce que disait Ratzinger. Il n'a pas les mêmes origines, il n'a pas les mêmes histoires, il n'a pas le même. Par là sont passées la théologie de la libération. On peut en penser ce qu'on veut. Il n'en demeure pas moins que quelque part, les peuples écrivent l'histoire. Donc quelque part, tout ce qui se crée en termes de représentation mérite un regard critique, certes, mais un regard attentif. Donc on poursuivra le débat. Et on poursuivra le débat donc le 17, notamment sur cette question, effectivement, du rapport, je dirais, aux religions et du rapport aux êtres humains qui ont des croyances. D'ailleurs, au passage, certains ont tendance, je dirais, à avoir une croyance, je dirais, à l'égard de la laïcité, au même titre que certains ont une croyance au regard de telle ou telle religion. Ça pose problème, je pense qu'il faut en discuter. Là aussi, il faut continuer un petit peu à échanger là-dessus, mais avec un objectif, rassembler, non pas créer des barrières supplémentaires et diviser dans une situation où nous le sommes déjà beaucoup. Et sur ce fait, je dirais, idéologique, on peut aussi, et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'Olivier, mais peut-être que je lui laisserai la parole pour terminer la soirée, en le remerciant d'ailleurs d'avoir accepté l'initiative, mais peut-être qu'il peut nous donner quelques pistes justement pour appréhender ces questions de manière offensive. Alors, déconstruire le colonialisme, c'est quelque chose de très important, même qui nous permet peut-être d'appréhender les enjeux politiques et idéologiques auxquels on est confronté d'une autre manière, je dirais, que simplement par l'angle auquel on est habitué pour approcher le fait musulman ou le fait maghrébin ou le fait indo-chinois ou le fait madagascarien, dont on ne parle jamais d'ailleurs. Je rappelle que Madagascar a subi une guerre coloniale extrêmement terrible dont on ne parle jamais. Moi, j'en parle parce que mon père y a été confronté et il n'en est pas sorti indemne. Mais bon, ça, c'est pour l'anecdote. Je donnerai quand même le dernier mot à Olivier parce que c'est notre invité ce soir. Et donc, en le remerciant à nouveau, et puis en vous donnant rendez-vous les uns et les autres, soit dans nos prochaines rencontres, dont jeudi prochain, avec Jean-Michel Devezat, on parlera de ce qui s'est passé depuis de nombreux mois, d'ailleurs, dont Olivier a parlé, mais tout ce qui s'est passé avec les mouvements des Gilets jaunes, alors vu d'un point de vue littéraire, pas vu d'un point de vue militant, classique. Donc, ce sera aussi intéressant de regarder ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Olivier. Si tu souhaites quelques mots, peut-être pour nous donner quelques perspectives aussi, parce que tu es très sombre dans ce que tu nous as décrit, mais peut-être qu'il y a peut-être des choses qui peuvent nous aider à avancer. Alors, tout d'abord, merci encore pour l'invitation et pour ce débat. Je ne sais pas si je suis très sombre, je pense être plutôt réaliste, ce qui est tout à fait différent, mais ce réalisme me semble indispensable si l'on ne veut pas s'épuiser. Je veux dire par là que je suis absolument convaincu que nous sommes maintenant rentrés dans une période où nous allons résister dos au mur dans des conditions particulièrement difficiles et pendant de longues années. Et je pense qu'il vaut mieux le savoir dès maintenant pour justement être capable de résister longtemps, parfois solitairement, dans des conditions, encore une fois, qui, je crois, vont être difficiles, dans la mesure où sans rabattre cette situation sur la situation antérieure, mais parce qu'il me semble qu'elle présente néanmoins des similitudes significatives, au fond, la situation que nous connaissons n'est pas sans analogie.
avec la situation qui était celle qui a surgi à la fin de la 4e République et au tout début de la 5e République, c'est-à-dire l'effondrement, notamment de la SFIO, l'affaiblissement considérable de cette organisation politique pour les raisons que l'on sait, mais rappelez que dans le contexte de l'époque, restait une organisation politique du mouvement ouvrier très importante, le Parti communiste, adossé à une organisation syndicale extrêmement puissante qui elle-même tissait un réseau extrêmement important dans les quartiers populaires, et que c'est là où l'analogie s'arrête, et c'est là où on perçoit mieux les différences. C'est qu'à la différence de la période fin 4e, début 5e République, aujourd'hui, le Parti socialiste se bat pour sa survie. Le Parti communiste, nous savons ce qu'il est devenu. Les organisations syndicales du mouvement ouvrier sont dans une situation de remarquable et hélas terrible faiblesse organisationnelle. Et l'ensemble du réseau associatif, militant, sportif, culturel qui avait existé antérieurement et qui a été soutenu, porté, défendu, en partie créé par donc ces organisations du mouvement ouvrier, politique et syndical, s'est effondré. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut prendre acte de tout cela et être conscient que la période qui s'ouvre devant nous risque d'être, encore une fois, une période de recomposition qui va prendre beaucoup de temps et que, sachant cela, les batailles politiques et culturelles n'en sont que plus importantes parce qu'elles seront un élément absolument essentiel d'une reconquête progressive, lente, et d'une reconstruction politique. Nos adversaires, pour ne pas dire dans certains cas nos ennemis, ont en partie gagné parce qu'ils ont réussi à mener une extraordinaire bataille depuis longtemps sur le terrain, notamment politico et culturel et médiatique, et qu'il faut, je crois, à front renversé cette fois-ci, tirer les leçons de ces batailles qu'ils ont menées et qu'ils ont hélas gagnées pour nous y engager, bien sûr, à front renversé, et donc dans un cadre qui, encore une fois, me paraît être celui que j'ai décrit. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'un appel à la résignation, bien au contraire, il s'agit bien sûr d'un appel aux résistances tous azimuts, mais en sachant qu'elles seront, hélas, pour le moment, des résistances. Oui, mais justement, enfin, excuse-moi de rebondir un peu sur ton intervention. Résistance, je suis tout à fait d'accord, mais tu disais toi-même dans ton intervention que depuis 15 ans, nous n'avions eu aucune grande lutte victorieuse. Or, me semble-t-il, et là je t'interpelle enfin, pour qu'on réfléchisse ensemble, est-ce qu'on n'en est pas, dans une situation aussi importante que celle que nous vivons, est-ce que ce n'est pas le moment justement de repasser à l'offensive et de ne pas être simplement sur un terrain de résistance? C'est-à-dire que nous avons construit, nous avons accumulé toute une série d'expériences, positives ou négatives, mais tout un corpus idéologique et un corpus théorique qui nous permet, je dirais, aujourd'hui de passer à une autre démarche, c'est-à-dire une démarche évidemment de résistance, mais aussi une démarche de construction. C'est-à-dire que les choses neuves, le Conseil national de la résistance, pour prendre cet élément historique particulier, singulier, qui s'est fait à un moment donné dans des contextes très particuliers, n'empêche qu'a été capable de produire du nouveau dans les rapports sociaux, dans les rapports humains, qui ont constitué une véritable révolution. Ce n'a pas été une révolution comme la révolution de 1848 ou celle de 1789 ou d'autres, mais ça a été véritablement, je dirais, des éléments de proposition, des éléments structurants pour justement dépasser, je le dis comme ça brutalement, est-ce qu'on parle assez de tout ce qui est en train d'émerger dans la société comme niant le capitalisme et préfigurant une société post-capitaliste? Est-ce qu'on n'est pas aveugle, je dirais, de toutes les potentialités qui existent? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être réaliste, mais est-ce qu'on n'est pas aveugle devant toutes ces potentialités et que je perçois, et je pourrais développer là-dessus, mais qui nous permettraient justement de ne plus être simplement dans la défense, mais vers de nouvelles conquêtes sociales, politiques, démocratiques. Alors je dis ça dans une période extrêmement difficile, mais pour autant, ça n'enlève rien, je dirais, à cette nécessité.
Juste un mot pour conclure. Je pense qu'il faut à la fois résister et effectivement essayer de penser de nouvelles perspectives. Non pas essayer, mais effectivement les formuler, que ce soit sur le terrain écologique, que ce soit sur le terrain des luttes anticapitalistes, que ce soit sur le terrain de l'antiracisme. Et sur ce point-là, je crois que c'est absolument essentiel parce que si l'on veut construire une riposte qui soit véritablement unitaire, alors cette riposte unitaire, elle ne pourra pas avoir lieu sans des ponts, sans des convergences de lutte avec les habitants racisés des quartiers populaires. Mais pour que ces habitants racisés des quartiers populaires puissent effectivement s'intégrer dans un combat plus global, il faut que les gauches politiques et syndicales, à mon avis, fassent un travail de révision très important et incluent désormais de façon importante, c'est-à-dire en plaçant ces éléments au plus haut de leur agenda à la fois politique et syndical, c'est-à-dire entre autres la question des discriminations systémiques, la question des violences policières très particulières imposées dans les quartiers populaires et à l'endroit des populations racisées, et pareillement, évidemment aussi, pour les violences policières. Et que et d'autre part, bien sûr, en respectant et en travaillant à ce que les premiers concernés puissent s'auto-organiser, parce que, encore une fois, agir sans eux, pour reprendre un mot célèbre, c'est au fond agir contre eux, et en tout cas ne pas créer les conditions qui me paraissent indispensables à une riposte qui soit véritablement une riposte unitaire et qui ne s'en tienne pas uniquement, entre guillemets, à une vision complètement dépassée, me semble-t-il, d'une sorte de prolétariat blanc, et tu l'as souligné tout à l'heure en parlant de ce qui n'est pas complètement anecdotique, c'est-à-dire de ceux qui travaillent dans effectivement aujourd'hui une bonne partie de ce prolétariat, pour ne pas dire de lumpenprolétariat, des populations précarisées, sont des populations héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, et si l'on veut pouvoir les inclure dans un combat commun, encore faut-il pouvoir effectivement leur tendre la main, et cela passe, je crois, par la révision de toute une série d'analyses et de slogans, de mots d'ordre. Sur ces paroles d'Olivier, je vous remercie à tous et à toutes. Merci à Olivier, merci à Dominique. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne continuation, bon courage et bonne santé.